va essayer de faire ce bilan-là, de voir s'il y a eu une évolution, si certaines destinations reviennent sur le devant de la scène ou pas. Et puis on verra aussi en fin de conférence comment le digital modifie les critères de choix des Français. Alors pour cette conférence, on a le plaisir d'avoir, on a un plateau évidemment de premier choix. On a le plaisir d'avoir Patrice Karadec, qui est le président d'Alpitour en France. Bonjour Patrice. À vos côtés, on a le plaisir aussi d'accueillir Guillaume Linton, directeur général d'Asia. Et juste une petite pensée, évidemment, pour Jean-Paul Chantraine, le fondateur d'Asia, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà, mais on sait que Asia est entre de très bonnes mains. Avec Guillaume, en tout cas, bravo. On sera accompagné également par Nicolas de Dianous. Nicolas de Dianous, qui est le directeur associé de l'agence We Like Travel, qui est une agence spécialisée sur le social media et dans le travel particulièrement. Et c'est lui qui justement interviendra en fin de session pour nous raconter justement comment le digital modifie le choix des Français. Et puis, on a également l'honneur d'accueillir le président du CETO, le CETO qui est le syndicat des tours opérateurs, bien connu, et qui fera son forum d'ailleurs en décembre prochain, comme chaque année. Il y sera discuté également de l'activité des tours opérateurs en 2018, mais il va nous donner en avant-première déjà quelques tendances. Et puis évidemment, Linda Lenné, la rédactrice en chef de l'éco-touristique, puisque cette conférence est faite et réalisée en partenariat avec l'éco-touristique et ça fait des années que ça dure, on en est ravis et on espère évidemment que ça durera encore longtemps. Alors Linda, on va commencer avec vous d'ailleurs pour avoir déjà un panorama de ce qui s'est passé en 2017. Quelles sont les destinations gagnantes, quelles sont les destinations perdantes? On a, allez, 6-7 minutes, pas plus. On essaye de voir ça avec vous. À vous, Linda. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. Alors effectivement, nous allons tout d'abord passer en revue des chiffres globaux 2017 sur les principales destinations. Ces chiffres sont issus des offices du tourisme que nous interrogeons chaque année dans le cadre de notre palmarès des destinations, un supplément de 36 pages qui sera diffusé dans notre magazine du mois de novembre. Donc les données à l'écran concernent les voyages des Français qu'ils réservent par le biais d'un tour opérateur, d'une agence traditionnelle, d'une agence en ligne, ou bien en associant, pourquoi pas, un vol low cost et un hébergement Airbnb, qu'ils réservent pour leurs vacances ou bien dans un cadre professionnel. Donc, qu'observe-t-on sur le moyen courrier? Alors, l'Espagne caracole en tête, loin devant l'Italie et la Grande-Bretagne. Le Portugal est en 4e position, sans toutefois engranger les taux de croissance spectaculaires des années passées. La Grèce affiche la plus forte croissance, plus de 20%, et se situe au coude à coude avec le Maroc. Et la Grèce, d'ailleurs, c'est une destination très gagnante de l'été 2018. René Marc en parlera beaucoup mieux que moi, et c'est la première destination d'Alpitour aussi. Donc, quid de la Tunisie, qui affiche depuis plusieurs mois des taux de croissance à 2 ou 3 chiffres? Eh bien, en 2017, le pays a accueilli 770 518 Français, plus 46%, ce qui le positionne environ à la 15e place des destinations préférées des Français. 2018 s'annonce de très bons auspices. L'Office du tourisme parle de 570 000 Français du 1er janvier au 10 septembre, soit une croissance de 37%. Il reste pourtant beaucoup de potentiel. La Tunisie accueillait près de 1,4 million de Français en 2010. Concernant la Turquie, je passe rapidement. On voit que là aussi, il y a une très belle reprise. Idem pour l'Égypte. Les lendemains très difficiles du printemps arabe et les attentats s'éloignent. Et c'est une très bonne nouvelle pour tout le marché. Sur le long courrier maintenant, les États-Unis dominent et sont en légère croissance, preuve que les Français sont finalement plus sensibles à un dollar faible qu'à la diplomatie de Trump. S'agissant des Antilles, l'automne avait été marqué par les ouragans qui n'ont pas du tout découragé les touristes. Les offices de tourisme de la Martinique et de la Guadeloupe ont d'ailleurs hier, dans le cadre de l'FTM, dit qu'elles avaient fait une très bonne saison. Et d'ailleurs, René Marc aussi dit que l'effet ouragan s'est très vite estompé. La Thaïlande demeure la première destination asiatique. Et passons maintenant au bilan des TO à travers le baromètre très suivi du CETO. Donc ça, c'est le bilan de l'année dernière. Donc,
Tous les chiffres qui s'affichent concernent l'exercice clôturé au 31 octobre 2017. Canaries, Grèce, Espagne continentale arrivent en tête du moyen courrier. La Tunisie est à plus 114%. Et sur le long courrier, le Cap-Vert et l'Indonésie sont en très forte progression. Le Cap-Vert, une destination très appréciée d'Alpitour. Projetons-nous maintenant en 2018, grâce notamment à René Marc qui nous dévoilera les tendances de l'été 2018, et Patrice et Guillaume. Donc, parmi les destinations montantes figure incontestablement le Cap-Vert et également l'Indonésie qui se développe notamment chez Asia. J'attire aussi votre attention sur deux destinations qui ont récemment été à la mode dans les médias notamment, mais qui connaissent en fait certaines difficultés pour des raisons très différentes. Tout d'abord, Cuba. Cuba qui pâtit de mauvais retours clients chez les tours opérateurs et qui sont souvent partagés sur les réseaux sociaux. Le patron de Kioni, la semaine dernière, parlait même de Cuba bashing. Et voilà. Et donc, Patrice a résumé la situation lors d'une conférence de rentrée. Ça sera l'année de chantier 2019. Il faut améliorer finalement le service à Cuba. Au sein de T8, Corsair a conclu un accord de code-share avec Air Caraïbes pour réduire la voilure. Et le groupe T8 a fermé cette année le club Cayo Santa Maria et ne dispose donc plus que d'un club à Varadero. Pourtant, le nombre de touristes français à Cuba a atteint un record en 2017 à 209 619 voyageurs, plus 11,8%. Ce qui laisse penser que nombre de personnes découvrent le pays sans passer par les TO et les agences en séjournant, par exemple, chez l'habitant. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra évoquer. L'Iran, enfin, c'est une autre histoire. Les Français ont été parmi les premiers à se rendre sur place. Ils étaient 35 000 en 2016, avec les tensions entre l'Iran et l'administration Trump. British Airways, Air France, KLM ont annoncé la fin de leur rotation depuis leur villes principales respectives. Et le pays devient isolé, ce qui complique la vie, bien sûr, des tours opérateurs. Voilà. Donc maintenant, je pense que ce sera intéressant, effectivement, d'ouvrir avec les autres participants qui sont de bien meilleurs observateurs que moi. Eh bien non, on a déjà un beau tableau de ce qui s'est passé en 2017. On va voir si 2018 confirme des tendances, s'il y a des surprises. On va voir ça évidemment avec nos invités. René-Marc Chicly, je le disais, vous êtes le président du CETO. D'abord, juste quelques mots sur l'activité des tours opérateurs. En 2017, une très bonne année, comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. On respire du côté des tours opérateurs, hein, on l'a bien senti. Est-ce que 2018 et l'été 2018 est sur la même tendance positive? Oui, effectivement. Ce qu'on a vécu en 2017, c'était un bon redémarrage qui rassurait tout le monde, mais il y avait encore des incertitudes. 2018, ça a effacé les incertitudes, puisque au 31 août, on est à plus 10%, tout trafic confondu. Et franchement, on va reprendre les destinations les unes derrière. Il faut vraiment aller très loin pour voir des destinations qui fonctionnent moins bien. Bon, c'est vrai que ça a été porté énormément par la reprise de l'Afrique du Nord et particulièrement de la Tunisie. Moyen courrier se porte très bien. Donc l'été 2018 est satisfaisant. La Toussaint va être très bonne puisqu'on est aussi à plus 10% sur la Toussaint, à peu près sur les mêmes destinations. Le panorama des destinations est un peu différent par rapport à 2017, dont l'arrivée de la Tunisie, mais le maintien de la Grèce. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est le grand gagnant long courrier. On parlera peut-être plus en détail de destination par destination. Un mot de l'hiver. Oui. Alors l'hiver, on s'attendait à avoir... Alors on a eu quand même des prises de réservation très fortes, janvier, février, mars. Après, il y a eu toute cette série de grèves qui ont calmé un petit peu le marché. On a été déçus en juillet, Coupe du Monde, etc. Mais on se disait, bon, ce qu'on a vécu entre 2017 et 2018, on va le revivre sur l'hiver. Très honnêtement, on est assez content des individuels, mais ce n'est pas des grandes performances non plus. Et on est quand même très attentiste sur l'hiver. On est inquiet du comportement d'achat, du moral, et on le retrouve dans pas mal d'industries, hein, pas simplement la nôtre. Il y a une espèce d'intentisme qui a été créé, changement des règles du jeu en fiscalité, retenue à la source, la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc peut-être que le consommateur français est aujourd'hui en train de réfléchir, de savoir ce qu'il va faire. Alors, sur Noël, février, voire Pâques, on n'a pas trop d'inquiétude.
Par contre, sur les mois intermédiaires, hors vacances scolaires, il y a quoi aujourd'hui s'inquiéter un petit peu et de renforcer le positionnement des tours opérateurs. Alors, vous le disiez, c'est vrai que 2017 a été une phase de retournement vis-à-vis des destinations du Maghreb. Notamment, ça faisait là aussi des années qu'elles étaient sinistrées. On n'y croyait plus trop. Et puis, en effet, la Tunisie revit. C'est la résurrection. Cette résurrection se confirme en 2018. Oui, le capital confiance qui s'est recréé sur la destination en 2017 a été poursuivi en 2018. Oui. Bon, alors il y a aussi après un problème tarifaire, parce que peut-être que Patrice en parlera sur la guerre des prix, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui le consommateur s'est, avant 2017, très orienté sur des destinations d'Europe du Sud, dont le panier moyen sur une semaine au forfait était de 800, 700 ou 900 euros, hein, et la Tunisie est en dessous de 700. Donc on retrouve maintenant des clients qui se disent bon, à la limite, je préfère renouer avec la Tunisie, capital confiance, et dans les mêmes prix. Faut pas rêver. Donc la Tunisie montera peut-être en gamme à un moment donné, mais c'est d'abord restabilisation du marché et montée en gamme. Et le Maroc s'est très très bien comporté parmi toutes les destinations. Elle a beaucoup moins souffert, bien évidemment. Alors il y avait un autre poids lourd du tourisme en France, c'était l'Égypte. On n'en a pas parlé. Qu'en est-il de l'Égypte en 2018? C'est plus compliqué. Voilà, comment ça se comporte? Il n'y a pas de raison que ça soit compliqué, puisque même sur l'été, on est en progression. Elle n'est pas dans les 10 premières destinations, mais à la limite, elle arrivait en 11e, 12e. Et c'était l'été. Sur l'hiver, l'année dernière, pour ceux qui avaient maintenu leur capacité, qui avaient pris des risques aériens, et ils ont été très satisfaits, particulièrement de la descente du Nil. Aucun souci. Les bateaux étaient pleins, quelle que soit la contribution. Donc, de là, retrouver le trafic qu'on avait connu en Égypte, c'est pas encore là, c'est pas pour aujourd'hui, mais on redémarre très bien, peut-être plus lentement que les marchés environnants. Les Anglais, les Allemands sont partis sur l'Égypte beaucoup plus vite que nous. En tout cas, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, c'est voilà, 3 destinations qui se sont très bien comportées en 2017 et qui confirment en 2018. On a parlé des flops, là. On parle du flop de Cuba. Là aussi, ça se confirme en 2018. Oui, mais ça, moi, je vais avoir une opinion un peu différente. Je crois que pour nos amis Cuba, c'est bien ce qui se passe pour les Cubains. Il y a eu un moment, un enjouement, une ouverture, comme toujours. D'un seul coup, tout le monde a voulu y aller, et puis tout le monde critique en disant oui, mais entre-temps, on ne construit pas des hôtels comme ça. Alors les compagnies aériennes ont mis plein de capacités aériennes, donc ça fait que le client est très opportuniste, il saisit, il se retrouve chez l'habitat, mais après il va revenir chez nous, on n'a pas d'inquiétude, parce qu'une fois qu'il aura fait une semaine chez l'habitat, on n'a pas d'inquiétude, il faut le laisser faire. Bon. De temps que les tour opérateurs contrôlent bien la qualité. Bien sûr. Donc les hôtels, on l'a tous connu, on est tous allés, bon, on n'était pas tout à fait à la hauteur, les clubs, des problèmes de nourriture, des problèmes également de personnel et autres. Ce qui se passe là, c'est ce qui s'est passé sur certaines destinations, où d'un seul coup on dit stop. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans les trucs, mais c'est pas mal de reconstruire. Il faut reconstruire la destination Cuba, parce qu'il n'y aura pas de souci, mais il faut vraiment la reconstruire. Et ce n'est pas la peine de la reconstruire avec une très mauvaise image, médias, clients ou autres. Ça, c'est quand même ridicule. Donc, à la limite, c'est un mal qui va faire du bien. Sur l'Iran, bien évidemment, si vous n'avez pas d'aérien, comment voulez-vous compliqué. Mais de toute façon, Air France a arrêté ça. Ce qui se passe en Iran, c'est très politique. Alors, il y a dans le tourisme des grands acteurs qui font de la politique et du tourisme. Moi, j'en fais pas. Je dis simplement, l'Iran, l'aérien va se reconstituer différemment. Il faudra peut-être passer par un pays. J'ai été approché par des personnes, etc., et qui ressemblent aux dernières déclarations d'ailleurs de l'Europe, en disant on va maintenir l'aérien sur... Alors on fera peut-être Paris X, je dis pas la ville, parce que c'est particulier, et parce que Magali est là du Quai d'Orsay, elle va surveiller, mais Paris X et Iran. Donc ça sera 1 heure de plus, et pour les passionnés, parce qu'avant la fermeture de l'Iran, on avait 2 à 3 000 clients. La fermeture, je m'entends, l'affiche du conseil aux voyageurs qui déconseillait. Et on est passé après 10 000 de plus. Donc il y aura un moyen d'aller faire du tourisme en Iran
Après, il suffira d'avoir 2 passeports pour éviter d'avoir le tampon. Et d'ailleurs, l'Iran est toujours présent, hein, IFTM, top présent, ils sont bien là. Alors, on va passer avec Patrice Karadec, je disais président d'Alpitour France. Un petit mot aussi sur l'activité. Depuis le début de 2018, une bonne activité, mais en même temps, peut-être une inquiétude, comme le disait René Marc, sur le pouvoir d'achat. Problème de pouvoir d'achat, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que ça peut freiner les touristes français ? Ça marche, oui. Bonjour. Pour parler d'activité, c'est clair que le tour operating, c'est un petit peu comme le prêt-à-porter, comme la mode. Il y a 2 saisons, la saison d'hiver, la saison d'été. Et force est de constater que la saison d'hiver en 2018 a été très encourageante. Bonne saison d'hiver. Les Français ont vraiment eu à cœur de voyager sur du long courrier, sur du moyen courrier. Toutes les destinations ont plutôt bien performé. Et on a tous été un peu surpris par un été un peu plus mitigé. Oui. Plusieurs raisons à cela. Peut-être qu'il y a eu prise de conscience d'un pouvoir d'achat qui était assez contraint, sans doute, dans l'économie française, dans les foyers français. Il y a eu aussi une chose importante et qui a beaucoup impacté le long courrier. On a regardé les chiffres de l'été sur Cuba, mais aussi sur les Caraïbes au sens large, Mexique, Repdom, qui sont vraiment en baisse. Les longs courriers ont été très impactés, clairement aussi par les grèves Air France, soyons clairs. Même si Air France n'a pas fait beaucoup de grèves sur ces longs courriers, les clients qui volent Air France sont souvent des provinciaux et tous les prêts post-acheminement étaient extrêmement perturbés par les grèves. Nous sommes un acteur très fort sur les longs courriers, avec Alpitour France et les Bravo Club, et un gros partenaire d'Air France. Et 85% de nos clients qui partent en vacances en long courrier partent avec Air France. Je peux vous confirmer qu'on n'a pas fait partir beaucoup de clients cet été parce que le consommateur est prudent et puis n'avait pas envie de se retrouver le bec dans l'eau quelques jours ou quelques heures même avant son départ en vacances. Donc il y a eu vraiment un phénomène lié à ces grèves qui a été très impactant sur l'ensemble des longs courriers du fait des clients de province. Pré-post-acheminement qui n'étaient pas véritablement assurés comme ils auraient dû l'être. Je pense que tout le monde a dû constater la même chose. Même si par ailleurs, je crois qu'Air France a fait un bel été globalement, mais nous, tour opérateurs, on a subi cette problématique. Ensuite, je vais rejoindre au niveau de l'activité ce que disait René Marc tout à l'heure. Le succès d'une destination, ça passe par l'accessibilité de cette destination. Si une destination comme la Tunisie, une destination comme le Cap-Vert, qui devient un top de l'année 2018, c'est parce que l'accessibilité à la destination s'est énormément amplifiée, avec énormément de stocks aériens, hôteliers. Et le Cap-Vert voit aujourd'hui d'énormes constructions hôtelières sur 2 îles, enfin Salles en particulier, mais Boa Vista aussi, qui sont vraiment les 2 îles qui font 90% de l'activité touristique au Cap-Vert. Et avec un énorme développement des capacités en lit et aussi en capacité aérienne. Un grand gagnant dans ces cas-là, la destination certes, mais aussi le consommateur. Parce que qui dit grosse accessibilité au stock, dit automatiquement prix beaucoup plus abordable. Et c'est vrai qu'une destination comme le Cap-Vert a fait venir énormément de clients. Je ne suis pas certain que les tours opérateurs aient été les grands gagnants sur la destination. Quand je vous dis que je ne suis pas certain, je suis même certain du contraire. Donc, soyons clairs, très belle destination, très intéressante, mais qui ne se vend pas aujourd'hui au juste prix. Pourquoi? Tant mieux pour le consommateur, mais il y a une telle capacité qu'aujourd'hui, la destination ne se vend pas au bon prix. Un peu à l'image de ce qui se passe sur certaines îles des Canaries. Je suis très Fuerteventura en particulier, qui sont des destinations super intéressantes, mais qui ne sont pas vendues aujourd'hui à leur juste prix. Un petit mot sur la Tunisie, qui avait aussi sa capacité, son accessibilité extrêmement augmentée durant l'été 2018, avec un bon succès. Je mettrai quand même entre parenthèses, les tours opérateurs ont très bien performé au niveau prix de vente, entre le 15 juillet et le 15 août. Les autres saisons, honnêtement, on aide énormément, nous, tour opérateurs, au retour sur la carte touristique préférée des Français de la Tunisie, et de Djerba en particulier, avec énormément de stocks qui a été mis sur les destinations, qui ont trouvé preneur, pour la plupart, honnêtement, là encore, pas toujours au juste prix, soyons clairs. Et si on veut redonner à la Tunisie ses lustres d'antan, il va falloir peut-être qu'on fasse comprendre aux consommateurs que partir de chez soi, ça coûte un peu plus d'argent que ce que les consommateurs ont dépensé cette année pour aller sur la destination. Les hôteliers en ont besoin, et je pense que les compagnies en ont besoin, les compagnies aériennes. Un petit mot, hélas, je le dis, quand ça va bien, ça va bien, quand ça va mal, ça va pas, ça va mal. Je trouve que beaucoup de capacités, et Tunisair en particulier cet été, n'a pas été à la hauteur
des attentes du consommateur avec un plan de vol qui a été énormément modifié tout au long de la saison, qui est préjudiciable. On parlait de Cuba tout à l'heure, sur la Tunisie c'est pareil, c'est préjudiciable pour demain de ne pas offrir une compagnie aérienne importante tunisienne qui offrait un plan de transport plus fixe, plus logique pour le consommateur. Beaucoup de vols qui partaient d'une destination, qui faisaient 2 touchés avant d'arriver sur place. Bon, voilà, c'est pas ce qu'attend le consommateur, même quand il a payé un prix très bas. Donc attention à ça. Pour faire en sorte qu'un succès soit récurrent, il faut offrir une qualité intéressante, ce qui permettra d'augmenter aussi le prix de vente. Patrice, en 2018, quelles sont les bonnes surprises, les destinations gagnantes chez Alpitour et quelles sont les déceptions? La destination gagnante de l'été, c'est la Grèce. Très clairement. La Grèce, et c'est mérité, je le dis très honnêtement, parce que moi je suis un amoureux de la Grèce, mais je crois que les Français sont amoureux de la Grèce. Il y a tout en Grèce, la gastronomie, la culture, la mer, le peuple, bref, l'histoire. C'est vraiment une destination, pour moi, une destination numéro 1 du tourisme, et particulièrement du touriste français qui cherche justement à ne pas bronzer idiot. Donc il aime bien trouver des hôtels bien placés en bord de mer, mais aussi pouvoir sortir, manger dans une petite taverne, bref. Ce qu'on trouve en Grèce, aussi bien sur le continent que dans les îles. Multitude d'îles, et on voit bien aujourd'hui que les tour opérateurs sont en train de chercher de nouveaux produits en Grèce, sur des îles, dans les Cyclades et autres. Et là, on parle toujours, je reviens sur ma fameuse accessibilité à la destination. Beaucoup d'îles aujourd'hui, les Cyclades, pâtissent du fait qu'il n'y a pas d'aéroports internationaux. Donc aujourd'hui, tout le monde arrive à Santorin. On parlait de l'overtourisme l'autre jour. Tout le monde arrive à Santorin, à Mykonos. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 aéroports internationaux des Cyclades. Et puis au détriment d'autres îles, je pense à Naxos, je pense à Paros, tant mieux. Moi j'adore ces îles, j'y passe mes vacances. À Amorgos ou autre, où a été tourné le Grand Bleu. Mais voilà, des îles magnifiques qu'on ne va pas présenter tout de suite parce qu'il y a un problème d'accessibilité pour le consommateur. Alors quand on parle, moi qui connais bien maintenant le marché italien, c'est très marrant parce que les Italiens, eux, et notre ami nous le dira, mais les Italiens, l'île numéro 1 des Italiens, c'est Naxos. Il n'y a pas d'aéroport international, mais ils atterrissent à Mykonos, ils prennent le bateau, bref, 2h30 à 3 heures de transfert après avoir fait un Milan-Mykonos pour aller chercher autre chose que de l'overtourisme, aller chercher une Grèce plus traditionnelle. Et c'est là aussi où nous, on doit peut-être, tour opérateur être imaginatif, savoir prendre le risque de sortir des sentiers battus pour pouvoir offrir sur la Grèce ou ailleurs des destinations qui gagnent à être connues, mais pour lesquelles il faut faire un effort. Donc la Grèce, grande gagnante. Les déceptions? Je ne peux pas parler de Cuba comme étant une déception, si ce n'est en termes de service, en termes de qualité. Je l'ai dit l'autre jour quand on a fait notre conférence de presse, mais ça reste une destination très prisée française. Je vous donne un scoop. Chez Alpitour, la destination numéro 1 pour l'hiver 18-19, c'est Cuba. Bon. Malgré les soucis de l'année dernière, ça prouve que le cœur est là, que la volonté est là. À nous de faire notre travail de remise à niveau du service en termes de personnel, de restauration, bref, de faire en sorte que la promesse soit tenue, même si le consommateur français sait qu'à Cuba, on trouvera le côté cubain de la destination, et c'est tant mieux. Et donc, à nous de relever. Mais c'est pas une mauvaise surprise sur l'année. Le flop, honnêtement, de l'année 2018 chez Alpitour, c'est la Sardaigne. Alors, c'est dommage, on est italien et on n'arrive pas à faire de la Sardaigne ce qu'on aimerait qu'on en fasse. Les produits superbes, mais là aussi, trop de capacité a tendance à tuer le produit. J'ai dénombré, il y avait 32 clubs en Sardaigne offerts au marché français. 32, et dont 27 sur Olbia. Est-ce qu'il y a beaucoup de différenciation dans ces clubs? Bon, maintenant, avec la naissance du label, on va arriver sans doute à la faire, la différenciation. Mais honnêtement, ça a été une destination qui s'est vendue correctement, mais là encore, pas au bon prix. Alors, tant mieux pour le consommateur. Je pense qu'il y a passé de très belles vacances, parce que c'est une super destination. Mais voilà, c'est quand même une déception pour beaucoup de tour opérateurs, ce qui s'est passé sur la Sardaigne cet été. Puisque vous évoquez le sujet des clubs, on s'y arrête 30 secondes. Un vrai succès depuis des années, le club. L'année 2018 confirme ce succès, cet attrait particulier pour les clubs. Très clairement, il y a plus de 2 millions de Français qui sont partis en club en 2018, enfin qui partiront parce que la saison se terminera le 31 octobre pour la plupart des tours opérateurs. Et ce chiffre est en progression constante de 4 à 5% chaque année. Pourquoi? Sans doute que on a su trouver le bon angle d'attaque, le bon marketing pour vendre une prestation complète, exigeante, où le budget
est tenu, où le budget en tout cas est contrôlé, et c'est important. La sensibilité au prix du consommateur français est extrêmement importante. Et ben, vendre des clubs, c'est surtout des clubs en tout inclus, c'est la sécurité que son budget vacances est maîtrisé. On n'a pas le problématique de l'enfant qui vous réclame d'aller boire un coca, puis qu'il faut sortir son argent de la poche pour payer le Coca-Cola ou le soda light, sans sucre, à son enfant. Donc voilà, les clubs ont un très très bel avenir devant eux, et beaucoup de tour opérateurs l'ont saisi. Je vois beaucoup d'acteurs arriver sur les clubs, d'où l'importance pour nous tous, je parle de nous parce que j'ai vendu des clubs depuis très longtemps, et dorénavant chez Alpitour avec Bravo Club, mais d'où la nécessité de normer ce concept club pour éviter de le banaliser. On en a parlé hier lors de notre conférence. C'est extrêmement important de faire comprendre aux consommateurs, à l'agent de voyage, les réseaux tiers, qu'il y a club et club. Je disais hier, c'est un petit peu comme la baguette dans une boulangerie. Il y a la baguette et il y a la baguette tradition. On voit le succès de la baguette tradition aujourd'hui, qui représente plus de 70% de la vente de baguettes dans les boulangers. Pourquoi? Parce que le client a compris qu'on y trouvait une certaine norme de fabrication, une certaine façon de faire. On veut la même chose sur les clubs. Il y a plus de 4000 hôtels dans le monde qui se dénomment club. On estime qu'il y en a peut-être 500 qui méritent véritablement de porter haut et fort ce label club qualité. Et c'est ce qu'on est en train de travailler pour faire en sorte que ce succès perdure année après année, et éviter d'être jeté aux oubliettes dans la banalisation qu'ont connu certains produits. Bon, on parlera de ce produit, ça c'est évident. Guillaume Linton, Asia, premier tour opérateur évidemment sur l'Asie, et depuis très longtemps, depuis sa fondation. Guillaume, un petit mot sur l'activité 2018. Bonne année pour l'Asie ou pas? Très bonne année pour l'Asie. Oui, très bonne année 2018. Après une année 2017 là aussi qui était en progression forte. Nous on a terminé 2017 sur une progression quasiment à plus 9. Et 2018 on est sur une tendance à plus 7,5, plus 8. Donc on est évidemment très content, tout en étant déjà sur un assez fort niveau de maturité sur sa destination. En termes de tendance, ça confirme effectivement ce que tu nous disais, Linda. L'Indonésie sur 2017 et sur 2018 confirme. Là aussi, c'est hyper intéressant, cette forte progression. C'est la destination gagnante de l'année? C'est pas la seule. Pas la seule. Il y en a deux qui, pour moi, ont vraiment été un peu les destinations phares de ces deux derniers exercices. C'est Thaïlande et Indonésie. C'est Thaïlande et Indonésie. Thaïlande et Indonésie. Et c'est intéressant parce que c'est des destinations qu'on peut considérer très mûres, évidemment, sur le marché, où on peut s'interroger de loin sur évidemment la capacité encore de ces destinations à aller chercher de la croissance. Et pour autant, on est sur des phénomènes de démocratisation qui s'accélèrent sur ces deux destinations, et un phénomène qui peut paraître paradoxal, une valorisation de l'offre. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que ce sont des destinations certainement qui ont bénéficié d'effets de report suite aux années un peu compliquées sur le bassin méditerranéen. La clientèle française, en particulier européenne plus largement, a compris que ces destinations, pour finalement une tarification d'entrée, Patrice parlait de l'accessibilité, était hyper accessible. On est sur des paniers moyens sur la Thaïlande en dessous de 1 000 € aujourd'hui, sur un package de 7 nuits avec un joli balnéaire en 4 étoiles, avion inclus, petit déjeuner inclus. L'Indonésie à 1 200, 1 300 €. On trouve aussi là de très jolis packages sur la destination. Donc finalement très accessible en termes tarifaires, accessible en termes de capacité aérienne aussi. Évidemment, les compagnies du Golfe ont largement contribué là aussi à améliorer les stocks vers la destination, Thaïlande en tête et Indonésie également. Et puis au-delà de ça, valorisation de l'offre, ce qui explique que les agences de voyage, que les tour opérateurs que nous sommes, profitent largement de ce phénomène de démocratisation, tout en ayant un enrichissement possible à proposer. Et valorisation, c'est quoi? C'est évidemment la nature des expériences à destination, c'est la qualité hôtelière, bien sûr, et c'est la variété des sites qu'on peut proposer à nos clients sur ces deux destinations, qui du coup justifie aussi du repeating business. On a vraiment deux destinations de fans, où les clients effectivement vont les goûter, vont les découvrir une première fois et vont avoir plaisir à y retourner. Donc il y a vraiment ce phénomène-là aussi de récurrence que peut déclencher la destination. On n'est pas comme sur un Vietnam peut-être, une Inde du Nord ou éventuellement une Chine, où on va être davantage dans une logique de découverte culturelle, et on aura le sentiment d'avoir fait le gros de la destination sur un premier voyage avec 12-15 jours sur la destination. On a moins cette notion de répétition sur ces autres destinations. L'Indonésie, la Thaïlande le permettent véritablement. Indonésie-Thaïlande, c'est vraiment votre duo gagnant pour l'année 2018. Quelles seraient les déceptions sur l'année 2018, sur l'Asie, pour vous? Alors juste avant de parler de déception, il y a une troisième destination quand même dans les destinations phares, juste pour l'évoquer, le Japon, qui est devenu chez Asia la première destination en chiffre d'affaires, pas encore en Pax,
parce que Thaïlande et Indonésie sont loin devant encore une fois, mais on sait que le panier moyen, évidemment, sur le Japon est très élevé. On est sur des dossiers moyens par personne qui sont autour de 3 500, 4 000 euros minimum. Donc on est tout de suite, évidemment, sur les dossiers élevés. Et a fortiori, dès qu'ils demandent un guide, un véhicule, de l'itinérance, de l'hôtellerie confortable traditionnelle, on monte évidemment très vite dans les dossiers. Donc troisième belle destination là aussi. On sent un effet de mode, on sent un effet de mode sur le Japon. Il y a une sorte de buzz. On entend beaucoup les gens parler du Japon. Il y a une appétence particulière en ce moment pour le Japon. Mais j'ai même pas envie de parler d'effet de mode, parce que l'effet de mode a quelque part une petite notion court terme. Éphémère, ce qui est pas le cas du Japon. Parce que le Japon est sur des croissances à 2 chiffres depuis près de 7 ans, depuis Fukushima. Donc c'est devenu, en tout cas, chez beaucoup d'opérateurs spécialistes de l'Asie, la première destination en chiffre d'affaires. La déception, il y en a 2, Inde, Birmanie. Inde et Birmanie. Alors peut-être l'Inde a trop subi l'effet démocratisation. Donc pour le coup, l'Inde est devenue une destination tellement pas chère qu'elle a peut-être perdu un peu de sa valeur et de la compréhension de la richesse de la destination aux yeux des clients. Et là aussi, peut-être qu'on n'a pas suffisamment, et nous les premiers tour opérateurs, su expliquer aux clients que l'Inde était multifacette. Puisque aujourd'hui, le gros du tourisme vers l'Inde, c'est le Rajasthan. Qui est censé pour nous être la logique de la porte d'entrée, avec derrière un 2e, 3e, 4e voyage vers l'Inde du Sud, vers l'Inde du Centre, vers le Kerala, les backwaters, etc. Donc il y a toute une explication nécessaire aussi, une responsabilité des agences, des tour opérateurs, une fois que le Rajasthan a été découvert, évidemment d'embarquer les clients vers d'autres régions de la destination. Là-dessus, on a fauté, on n'a pas été assez loin. Je pense qu'il y a encore un travail d'argumentation, d'évangélisation pour déclencher du repeating business sur l'Inde. Donc déçu à ce stade, et je pense qu'elle pâtit effectivement de cette image de faible cherté, d'accessibilité prix peut-être trop forte, ce qui fait qu'on comprend moins la valeur effectivement de la destination à destination. Et puis deuxième déception, la Birmanie, qui a subi évidemment le phénomène Rohingya, qui est un phénomène qui existe depuis très longtemps, sauf qu'il est évidemment médiatisé bien davantage depuis presque 3 ans, avec là aussi forcément une incompréhension des Français et de la clientèle sur ce phénomène qui évidemment nous dépasse et qui est un sujet politique très compliqué dans la culture birmane et dans la logique politique birmane. Mais pour autant, voilà, ça fait porter évidemment un voile un peu plus sombre sur la destination, alors qu'on est vraiment sur un des bijoux de l'Asie du Sud-Est, avec là aussi une culture et une valeur très forte. Une très forte identification de l'authenticité de la destination. Alors, on va essayer de se projeter sur les mois à venir et essayer de deviner quels seront, sur les 12 mois prochains, les 2-3 destinations gagnantes. René-Marc Chicly, vous parieriez sur quelle destination là, pour les mois à venir? Pour vous, quelles sont celles qui vont sortir du lot? Une question très difficile. Très difficile. D'abord, on est sur l'hiver. L'hiver, bon, aujourd'hui, on a un équilibre entre l'hiver, moyen courrier et long courrier. Avant, c'était plus facile. On aurait répondu sur le long courrier, telle et telle destination. Donc, on est obligé de marier un peu les deux. Évidemment, l'Afrique du Nord, y compris le Maroc et l'Égypte, vont se distinguer sur cet hiver. Il y a de la capacité, il y a de l'aérien. On s'attend aux mêmes progressions. Il y a une bonne progression aujourd'hui. Et sur le long courrier, alors, il y a l'effet Irma. Patrice en a parlé un petit peu. C'est vrai que... entre les grèves, les cyclones, etc. Donc si rien ne se passe, on devrait retrouver des trafics corrects sur les Caraïbes, mais reste les États-Unis qui se portent bien, où les Français ont envie d'aller. Mais globalement, l'Asie, avec la Thaïlande particulièrement, qui confirme. Donc on est à peu près sur le même schéma, en masse. Comme je dis en masse, c'est confondre tout opérateur confondu. C'est pas la même chose quand on parle après de sa propre activité. C'est différent. Mais globalement, c'est un peu les prévisions. Mais comme rien n'est fait, on est qu'aujourd'hui qu'il y a 20% des réservations pour l'hiver. C'est peu. Et on n'est pas capable de dire ce qui va se passer réellement sur l'hiver. On a un petit peloton de tête sans plus. Linda, vous qui êtes une observatrice évidemment de ce métier, une des observatrices les plus avisées, est-ce que vous sentez aujourd'hui des destinations qui vont se réveiller sur le marché français, des destinations qui risquent peut-être d'être un peu à la mode, un peu trendy, comme on a eu l'Iran en 2017? Est-ce qu'on aurait ce type de destination qu'on va voir apparaître dans les prochains mois ou pas vraiment? On est sur du classique.
effectivement, c'est une question qui est un peu difficile. Alors, je pense que le Cap-Vert, comme le disait Patrice, a quand même du potentiel parce qu'aujourd'hui, il y a une offre hôtelière, mais elle peut encore être développée. Et c'est une destination qui a une notoriété toute relative. Elle n'est pas encore dans l'imaginaire de la plupart des Français. Et il y a, je crois, de bons retours clients. Oui, oui. Donc voilà. Cap-Vert, c'est l'une de vos destinations, ça. Hein, pour les mois à venir, ça devrait confirmer en tout cas la bonne tendance. Oui, effectivement, si on écoute les tours opérateurs, si on écoute le marché, les tendances que font apparaître le CETO, je pense que ça peut être une destination intéressante. Et pour ce qui est de Cuba, je suis aussi assez confiante. Je suis ravie d'entendre Patrice dire qu'effectivement, Cuba est la première destination de l'hiver. Ça montre qu'effectivement, les retours clients qui ont pu être un peu négatifs ne vont pas complètement gommer le charme de cette destination qui a beaucoup de potentiel. Et en plus, on sait maintenant qu'il y a, on peut dire, un peu de froid entre les États-Unis et Cuba, ce qui fait que ça peut être assez rassurant pour le marché européen. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de surtourisme américain. Et ça veut dire aussi que la destination va rester relativement authentique. Alors bien sûr, il y a des problèmes de qualité. C'est lié, comme on le disait à l'instant, au fait qu'on ne peut pas construire des centaines d'hôtels du jour au lendemain pour répondre à cette demande très forte. Donc il y a une pression sur les prix aussi. La destination était chère et le rapport qualité-prix n'était pas là. Mais avec le temps, Cuba a toutes les qualités pour devenir une destination gagnante. Elle a à la fois le balnéaire, Varadero bien sûr, mais pas seulement. Elle a également toute la culture que l'on peut vivre à La Havane. Et c'est une destination qui est unique. C'est-à-dire que cette expérience-là, on ne la connaît pas ailleurs. On ne peut pas la remplacer. Donc Cap-Vert et Cuba, ce sont en tout cas vos paris pour l'année, les 12 mois à venir. Messieurs, même exercice. Patrice, Karadec, vous miseriez sur les 2-3 destinations qui vont bien marcher. Nous, depuis le début, chez Alpetour, avec nos Bravo Club, on a misé sur des destinations assez exotiques et on voit que l'année 2 va faire mouche sur 2 axes qu'on a lancés dès l'année dernière. Le premier, c'est Zanzibar. Je pense que Zanzibar sera un des succès de cet hiver. Je le vois dans les premières commandes. L'accessibilité est de plus en plus là aussi avec différentes compagnies aériennes, pas en vol direct encore, mais qui vous emmènent sur Zanzibar dans de très très bonnes conditions. Donc je pense vraiment que Zanzibar va être la belle surprise de l'hiver. Je suis très heureux, je vois qu'il y a des compétiteurs qui sont arrivés, qui plus est. Et puis plus on est de fous, plus on rigole autour de la table. Tout le monde peut faire du marketing, tout le monde en parle. Et ça crée une sorte de buzz qui va être très très positif pour les destinations. On voit toujours d'un mauvais œil arriver un confrère, et puis après on se dit, mais au final, ça double la visibilité, ça triple même la visibilité de la destination. Donc Zanzibar, retenez, c'est joli et ça va percuter dans les prochaines saisons et on sera leader parce que les Italiens y vont depuis de nombreuses années. Nous sommes propriétaires chez Alpetour de nos hôtels à Zanzibar. Deuxième axe auquel on a cru dès le départ avec la naissance d'Alpetour en France, destination privilégiée du marché italien. Et moi, j'aime bien regarder ce que font les Italiens. Ils ont souvent eu un coup d'avance par rapport aux Français sur certaines destinations balnéaires qui sortent des sentiers battus. Nocibé, c'est pas seulement un salon de parfumerie. C'est Madagascar. Madagascar, l'île de Nocibé en particulier, qui est une merveille, c'est une perle dans l'océan Indien. Là aussi, l'accessibilité est en train de s'améliorer avec Air Austral en particulier. Excellente particulier et Éthiopiane, tout à fait, avec qui nous sommes en contact d'ailleurs. Destination géniale. On a fait un femme trip l'année dernière avec une 30aine d'agences de voyage, mais ça a fait mouche. Tous les agences de voyage qu'on en a eu tour, on fait là-bas, on fait un dossier dans les 2-3 semaines qu'on suivit. J'avais jamais vu ça en quelques années de carrière. C'est une destination qui gagne à être connue là aussi, qui sort de sentiers battus. Et donc l'océan Indien, pour moi, et je laisserai Guillaume parler de l'Asie parce que je pense que l'Asie aussi va faire mouche de nouveau sur l'année 2018-19. Mais pour moi, l'océan Indien, c'est ce que je mets sur la carte. Tu me permets de sortir un petit mot parce que c'est le rôle d'un tour opérateur aussi de créer de nouvelles destinations, de créer de nouveaux axes. Chez Bravo Club, on aime le Mexique.
comme tout le monde, on est au Yucatan, mais on est les premiers à ouvrir un club sur la côte pacifique du Mexique, à Puerto Vallarta. Super destination, Mexique authentique, un autre Mexique, parce que je crois au repeat business sur la destination. Ça fait 15 ans qu'on vole direct sur Cancun au départ de France. Pour aller à Puerto Vallarta, c'est via Mexico, avec Aeromexico, un nouveau Mexique. Bref, sans jeu de mots, ce que on se doit en tant qu'opérateur, c'est faire renaître des destinations qui sont matures déjà depuis de nombreuses années sur le marché. C'est le cas du Mexique, en ouvrant de nouvelles destinations, nouveaux axes sur ces destinations. Puerto Vallarta, côte Pacifique. Donc Zanzibar, Nosy-Be, Nouveau-Mexique. Guillaume, allez, les deux destinations sur lesquelles vous miseriez là, dans les prochains mois. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que dit Patrice, puis je te parlerai des destinations qui poussent et qui peuvent évidemment faire la tendance 2019. Au-delà effectivement de cette logique d'ouverture et de responsabilité des tours opérateurs, des agences de pousser de nouveaux axes, il y a aussi une logique de désaisonnalisation. On est les premiers, nous, industriels, professionnels, évidemment du tourisme, dans cette logique-là, parce que faire découvrir de nouvelles destinations, ça peut aussi être les faire découvrir hors saison. C'est nos majeurs, évidemment, sur lesquels on va pousser des volumes, à des moments où nos partenaires à destination, les hôteliers, les guides, l'ensemble des flottes, évidemment, de véhicules et les équipes comptent aussi sur nous. C'est aussi la meilleure façon de pouvoir proposer, là aussi, du prix à nos clients, évidemment, et puis de pouvoir découvrir ces destinations à un moment où il y a beaucoup moins de flux touristiques. Donc il y a un vrai travail aussi de désaisonnalisation chez les tours opérateurs, en tout cas chez nous, c'est quelque chose qui est très prégnant, et de volonté, quelque part, d'aider à la dispersion spatiale et temporelle des flux. Donc c'est faire découvrir de nouveaux axes. Donc, pour te répondre, l'Indonésie, pour moi, restera une destination phare, mais avec de nouvelles destinations, dispersion spatiale et temporelle, nouvelles destinations à pousser, hors saison. L'Indonésie, c'est pas que juillet-août, c'est toute l'année. Ça peut être surtout le printemps et l'automne, idéal du point de vue là aussi flux touristique et climat. Et puis avec des destinations comme Komodo, toute la partie ouest de Flores, toute la partie Irian Jaya également qui est splendide, la partie occidentale de la Papouasie, le Sulawesi, tout le pays Toraja, etc. Il y a 17 000 îles en Indonésie. Eka qui en parle beaucoup effectivement sur l'IFTM a totalement raison. C'est pas que Bali et Lombok. On a beaucoup de destinations. Donc c'est aussi proposer et pousser de nouvelles destinations au sein de pays que l'on croit matures. Donc ça va être, je pense, un des gros sujets de l'année. Oman, deuxième axe. Oman. Clin d'œil pour Rania. Oman, là aussi, qui est une destination qui progresse très fortement, on le voit chez nous, qui progresse sur le marché, et là aussi, qui fait partie de ces destinations nouvelles tendances, parce que fabuleuse région, une porte d'entrée, Mascate, à 5 heures d'avion quasiment de Paris, une augmentation là aussi du stock aérien sur la destination, et puis une hôtellerie qui se met en place sur de l'accès, là aussi, des clubs. Patrice connaît un peu le sujet, qui sont ouverts sur la destination et qui permettent d'avoir là aussi une proposition très intéressante et puis une richesse culturelle fabuleuse. Donc on retient Indonésie et hors Bali, et Oman, et puis Laos, Cambodge, qui serait peut-être le troisième axe, qui joue beaucoup en complémentarité avec du Vietnam ou avec de la Thaïlande, là aussi sur lesquels les clients reviennent. D'accord. Alors on va finir avec vous, Nicolas. Nicolas, je le disais, vous êtes le patron de We Like Travel, agence de communication spécialisée dans le social media. On a vu, d'ailleurs avec vous, hier, ici même, le poids grandissant du social media dans le tourisme. Comment aujourd'hui les utilisateurs des réseaux sociaux sont influencés pour aller vers telle ou telle destination? On va voir ça avec vous. Vous nous avez apporté un peu en exclusivité quelques chiffres aussi. Absolument. Merci François-Xavier, merci Linda pour l'invitation. Alors, on a le plaisir de sortir aujourd'hui, hier après-midi plus exactement, en exclusivité pour Top Resa, notre grande étude annuelle des performances social média des destinations étrangères en France, donc des offices de tourisme étrangers qui ont une visibilité sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram en France, dont on a analysé les performances pendant un an, sur 14 indicateurs, 30 paliers de notation, une grande étude qui montre aujourd'hui que la carte mondiale de la performance des destinations est totalement différente de la fréquentation des destinations que vous venez de citer, et notamment du classement de Linda. Donc c'est assez intéressant, puisque les meilleures destinations, parfois, se recoupent celles que vous venez de citer, et parfois pas du tout. Alors on a des disparités qui sont liées bien sûr aux investissements et aux efforts des DMO, des offices de tourisme au siège, mais aussi en France, pour accentuer leur communication sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour faire de la promotion, pour accompagner les efforts des tour opérateurs,
pour gérer aussi parfois des crises et donner une meilleure image et générer de la préférence. Alors, donc en exclusivité, les trophées que nous avons remis vont à 3 destinations, dont 2 européennes. L'île Maurice, qui donc est la meilleure destination de l'année sur les réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus en France. L'Irlande en 2e position, la Grande-Bretagne en 3e. Au total, il y a 72 destinations analysées sur les réseaux sociaux cette année. 72. On peut dire que ce sont les destinations les plus populaires sur les réseaux sociaux? Alors, c'est les destinations les plus populaires, mais aussi celles qui ont mis les moyens pour être populaires. Oui, voilà, c'est ça. Pour toucher une certaine audience. Oui, avec Patrice, on se marre parce qu'on était ensemble chez Jet Tour, on faisait des études, généralement très féminins. Hein. C'est le choix du voyage. À l'époque, peut-être beaucoup moins maintenant, j'espère, c'était arrivé en premier l'Irlande, et le lendemain matin, ils choisissaient un voyage à l'île Maurice, c'est-à-dire dans l'esprit, c'est l'Irlande, et dans l'acte d'achat, c'était l'île Maurice. Et l'Irlande apparaissait, tu te rappelles quand Alors, il y a quelques surprises, évidemment. Les Australiens qui font pas mal d'efforts. Malte qui se défend depuis très longtemps également. L'Amérique du Nord qui est bien classée également. Il ne faut pas oublier l'Europe, hein, puisque dans le top 5, il y a 3 destinations proches. Donc l'Irlande, la Grande-Bretagne et la Flandre, Visit Flanders en Belgique. Alors, il y a aussi des absents. Sur Facebook notamment, on voit que, sans être totalement absent, il y a eu des efforts qui ont été faits par l'Espagne et par l'Italie, mais on peut dire aujourd'hui que c'est un peu étrange, surprenant de voir la faible corrélation entre la taille des communautés de l'Espagne, qui a 11 millions de Français en tourisme chaque année, ou l'Italie, qui a 4 millions, et leur nombre de fans en France, leur nombre d'abonnés sur Instagram en France. Parfois même pas de compte Instagram, et parfois même pas de présence dédiée à la France pour des destinations comme le Portugal, la Tunisie, la Grèce, que vous avez citées, et qui aujourd'hui ont des approches internationales en anglais, mais pas d'approche pour séduire le touriste français, lui expliquer quelle est la destination, quels sont les clubs, quels sont les top places to go, comme on dit, et en français, avec des contenus en français, parfois des blogueurs, parfois des belles photos, des reportages, mais en français pour des Français, puisqu'on sait que c'est vraiment l'approche globale et locale qui fonctionne aujourd'hui en termes de séduction touristique, mais aussi de réputation, puisque les destinations que nous avons analysées, et vous le verrez dans l'étude qui est à télécharger gratuitement, il y a une grande partie sur l'analyse de la gestion de crise, avec le Japon, avec l'Indonésie, avec le Kerala, que tu citais tout à l'heure, qui ont eu des événements climatiques très graves en 2018 et qui ont eu donc des problèmes. On parle beaucoup, on critique beaucoup Facebook qui était dans la tourmente cette année avec les problèmes d'algorithmes, des problèmes de Cambridge Analytica. Les chiffres parlent. Quand on a une bonne stratégie sur Facebook aujourd'hui, une destination, parmi ce panel de 17 sur lequel on a fait un focus, une destination peut toucher 300 000, 400 000, 500 000 personnes uniques par mois, juste grâce à sa page Facebook quand c'est performant. 20 000 personnes par publication quand on est correctement armé avec un community manager, avec une stratégie des contenus, avec des publicités. Alors, je voulais parler aussi d'Instagram, qui est le grand gagnant de l'année en termes de fréquentation mondiale, avec 1 milliard d'utilisateurs annoncés il y a quelques semaines, et 17 millions annoncés par le directeur général de Facebook Europe il y a quelques jours. 17 millions de Français qui vont chaque mois sur Instagram, et évidemment qui devient un réseau social prioritaire, avec Facebook en premier, mais qui devient prioritaire pour la promotion touristique, la séduction et surtout le partage en direct avec les stories, avec une coolisation, j'aime bien ce terme, une coolisation de la destination, une détente, une narration de la destination différente, que ce soit depuis un club, depuis un hôtel ou seul en tant que touriste, de partager son expérience. Et on voit les taux d'engagement qui sont extrêmement forts, parfois 6, 7 fois plus forts que sur Facebook depuis Instagram. Donc c'est un focus assez important. Il y a tous les résultats à retrouver donc, dans cette étude qui est toute fraîche, qui vient de sortir. Il y a 74 pages, elle est gratuite, il y a une grande infographie, vous pouvez la télécharger. Et il y a des pages d'analyse, de tendances, des chiffres clés et des interviews aussi des offices de tourisme qui ont répondu à nos questions. En tout cas, on voit qu'il y a encore des leviers de croissance, à la fois pour les destinations et puis même pour les TO. Les TO pourraient s'emparer davantage de ces réseaux sociaux. Oui, alors bientôt une étude sur les tours opérateurs, on se verra, peut-être en 2019 ou en 2020, mais c'est vraiment dans les tuyaux. En revanche, c'est vrai que si on compare la performance social média de certains tours opérateurs et certaines destinations, oui, d'une manière globale, sur le marché, il y a une faiblesse par rapport à des marques du secteur de la mode,
de la beauté ou de l'alimentaire. Le tourisme est en retard sur les réseaux sociaux. Le tourisme ne saisit pas les opportunités. Quand on voit 11 millions pour l'Espagne, quand on voit le nombre de clients que vous avez tous, messieurs ou dames, dans l'assistance que vous avez sur vos destinations, quel dommage de ne pas capitaliser sur ces touristes pour les heures difficiles, quand les destinations seront en crise, pour être des ambassadeurs, pour être aussi des producteurs de contenu avec le fameux user-generated content, les contenus des voyageurs, et pour transformer en fait ces consommateurs, ces clients, en touristes de l'année prochaine, mais aussi, et c'est un sujet à la mode, de l'over-tourisme, du surtourisme, où on peut orienter grâce à une force de frappe social média, on peut orienter les gens et leur dire arrêtez d'aller là, regardez un peu ce qu'il y a autour, et donc arrêtez de faire la promotion d'épicentres, on va dire, qui cristallisent le tourisme et qui créent des crises, et de les faire aller ailleurs, pas très loin, mais ailleurs. Tu disais Bali, ben oui, effectivement, il y a 17 000 îles en Indonésie, il y a autre chose que Bali à voir. Et c'est d'ailleurs l'une des lignes éditoriales adoptées par les destinations qui comprennent le pouvoir des réseaux sociaux, mais encore avec des moyens, avec des budgets, avec des équipes qui sont sous-dimensionnées pour la France, pour l'Allemagne, pour le Royaume-Uni et pour l'Europe au global, pour le monde entier d'ailleurs. Même les Américains ne sont pas si forts que ça en social media, dans le tourisme. Il y a des gros efforts à faire parce qu'il y a du business à capter et on vend aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Sujet passionnant, en tout cas on y reviendra forcément, évidemment dans les années à venir, mois et années à venir. Madame, messieurs, un grand merci. Merci à vous toutes et tous. Merci pour cette belle conférence. Merci à l'écotouristique d'avoir été partenaire de cette conférence. Et puis bonne fin de salon à vous tous. Et rendez-vous l'an prochain.